S'il vous plaît, ne me faites pas mal, je ne peux pas marcher, supplia la PDG. Puis un père célibataire a tout changé. La pluie filtrait en fil d'argent entre deux immeubles, ruisselant le long d'une venelle où l'odeur de bitume mouillé étouffait les bruits de la ville. Une silhouette en tailleur blanc, la cheville vrillée, ramassait sa respiration comme on retient une vie qui glisse. Au bout de l'ombre, un homme s'approchait, lent, assuré, les poings fermés. Elle murmura, la voix cassée, s'il vous plaît, je ne peux pas marcher. C'est alors qu'un autre homme apparut au coin de la ruelle, une fillette contre son épaule, un lapin en peluche contre la poitrine. Le destin venait de changer de trottoir. Si tu crois que la dignité ne se négocie pas et que la bonté peut renverser la peur, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Laisse un commentaire avec On ne laisse personne dans la ruelle et partage ton geste, peut-être la main tendue de quelqu'un. La ruelle n'avait pas de nom, juste un trait humide entre deux façades tristes où clignotaient en des enseignes fatiguées. De la gouttière pendait un filet d'eau qui frappait la flaque comme un métronome. Elle, Isabelle Moreau, 36 ans, passait rarement par des endroits où l'on ne vous ouvrait pas la porte. Ce soir-là, elle courait. Pieds nus, tailleur blanc strié de boue, un ordinateur serré contre elle comme une bouée. Son souffle se fracturait en éclats. Derrière, les pas de David Langier, le fiancé officiel, le directeur financier officieux de sa vie, cognaient l'eau à intervalles réguliers. La douleur vint d'un coup, bête et claire. Une dalle glissante, un pied qui part, le corps qui vrille et la cheville qui lâche. Isabelle s'écrasa sur le pavé. Un cri avalé par la pluie. La vision vacilla. Elle voulut se relever, mais la douleur remonta jusqu'au ventre. Il fallait bouger, encore, même en rampant. Elle se traîna de quelques centimètres, la joue contre le bitume froid. Dans ses bras, le laptop, ses preuves, ses courriels, tout ce qui pouvait briser la belle façade des présentations de David, restait calé contre ses côtes. Une paire de phares accrocha la brique au fond de la ruelle, projetant sur le mur l'ombre allongée d'un homme. Sa démarche n'était pas la précipitation d'un sauveur, mais la certitude de celui qui sait que personne ne viendra l'empêcher. Il s'arrêta juste assez loin pour savourer la peur. Isabelle, posa-t-il, voix basse, rends-moi ce qui m'appartient, et on rentre. Tu mens depuis le premier tableau Excel, souffla-t-elle, la gorge sèche. Il eut un bref rire sans joie. La pluie redoubla, drue, comme si le ciel voulait couvrir la scène. C'est alors qu'un autre son entra. Pas un cri. Un pas qui ne pressait pas. Le pas de quelqu'un qui a appris à ne jamais courir quand tout le monde panique. Du coin de la ruelle, un homme surgit, grand, épaules marquées, manteau usé, une fillette en ciré jaune endormie contre lui. L'enfant ouvrit un œil, posa la joue sur sa clavicule. Papa, elle va mourir, chuchota-t-elle. Il la déposa doucement contre le mur, le lapin en peluche mis en sentinelle sur ses genoux. Tu restes là, Lila. Tu comptes jusqu'à 100. Et si je te dis arc-en-ciel, tu viens. D'accord? D'accord. L'homme s'avança dans la pluie, le visage calme, les mains ouvertes, la voix grave. Recule! David tourna la tête, surpris du ton. Pas une menace, pas une supplication, un ordre tranquille. Il détailla l'inconnu. Jeans, bottes lourdes, veste élimée. Rien d'un vigile. Mais dans les yeux, quelque chose de droit, d'immobile, comme ces arbres qui tiennent tête au vent. C'est une affaire privée, cracha David. Pas ce soir. Un silence court, fait de pluie et de respiration. L'inconnu ne cligna pas. Il tenait le regard comme on tient une porte. Les doigts de David se contractèrent, puis il calcula. Pas de témoin qu'il contrôle, une gamine, une ruelle qui résonne. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Sa silhouette se dissout dans le halo des phares, puis rien, seulement la pluie, à nouveau. L'homme se tourna vers Isabelle, accroupie pour arriver à sa hauteur. De près, son visage portait la fatigue des longues journées et une bienveillance presque maladroite. Vous êtes en sécurité, dit-il doucement. Je m'appelle Théo Marchand. On va se lever. Je... je ne peux pas. Alors on fera autrement. Il glissa un bras sous ses épaules, l'autre derrière les genoux. Au moment où il la soulevait, elle eut un gémissement. Sa cheville envoya une étincelle jusqu'aux tempes. Désolé, prévint-il. 3 secondes difficiles. 1, 2.
Elle inspira. À 3, elle était déjà contre lui. Le monde basculait mais stable dans ses bras. Il se tourna vers Lila. Arc-en-ciel. C'est beau, sourit la fillette, déjà debout, serrant son lapin. Ils quittèrent dans la ruelle à pas mesurés, sous la pluie qui s'obstinait. Théo ne posa aucune question. Il avait l'odeur du savon simple et du métal. Une odeur de machine à laver, pensa Isabelle de façon absurde, et quelque chose de sûr. Dans ses bras, le laptop pesait autant qu'un secret. Le bâtiment de Théo était de ceux qu'on ne remarque pas. Crépi fatigué, cage d'escalier qui sent l'eau de Javel. Au troisième, une porte avec un sticker délavé. Faites attention aux chats qu'on n'a pas. À l'intérieur, un salon étroit, un tapis élimé, des dessins d'enfants sur le frigo, une ampoule nue qui vibrait légèrement quand on marche trop fort. Théo posa Isabelle sur le canapé, l'entoura d'une couverture qui sentait la lessive. Je reviens avec de l'eau chaude. Lila, les serviettes. Oui, chef. La fillette disparut et revint telle une tempête mini, un tas de serviettes sur les bras, triomphale. Madame, vous pouvez pleurer ici si vous voulez, dit Lila très sérieusement. Moi, je pleure quand maman me manque. Lila, souffla Théo, tendre. C'est vrai, ajouta-t-elle, posant le lapin sur le dossier du canapé. Il sait garder les secrets. Isabelle eut un sourire qui lui échappa. Un sourire court, fragile, mais réel. Théo revint avec une bouilloire. Je vais regarder la cheville. Est-ce que je peux? Oui. Il défit avec précaution le tissu gluant au niveau de la malléole. La peau était gonflée, violette. Il posa une compresse d'eau tiède, comptant à voix basse pour qu'elle sache quand la douleur redescend. Il immobilisa avec une bande, geste sûr, ni brusque ni hésitant. Vous êtes infirmier? Ancien pompier secouriste, répondit-il. Maintenant, je répare des machines à laver et je fais trop de café. Vous avez déjà fait ça souvent. Sauver des chevilles, moins que des samedis soirs, sourit-il. Mais ça revient. Il s'éloigna, ressortit un bol, y versa du gingembre râpé, du miel, de l'eau bouillante. Ça pique un peu, mais ça aide. Merci. Le mot resta coincé dans sa gorge, et franchit tout de même la barrière. Lila grimpa sur le fauteuil d'en face, rangeant soigneusement son lapin. Je m'appelle Lila. Et vous, vous vous appelez comment? Isabelle. C'est joli. Vous restez ici jusqu'à demain. Papa fait des crêpes ratées, mais il dit que raté, c'est déjà réussi parce que t'as essayé. Lila, répéta Théo faussement sévère. Quoi? C'est vrai. Isabelle baissa les yeux sur le laptop posé contre sa hanche. Elle le serra une seconde. Théo le remarqua sans le commenter. Juste un regard qui disait « Je vois que ça compte, donc je fais attention ». Il déposa près d'elle une serviette propre et un t-shirt large. Si vous voulez vous changer, la salle de bain est là. Je mettrai vos chaussures près du radiateur. Mes chaussures? Oh, je les ai abîmées. Les chaussures, ça se répare. Les gens aussi, parfois. La phrase traversa la pièce et vint s'installer à côté d'elle, discrète. Elle hocha, incapable de répondre. Quand elle se leva, 3 pas, appuyée sur la coudoir, puis sur la main de Théo, la douleur recula d'un cran. Dans la salle de bain, un miroir trop petit la renvoya en morceaux. Boue, mèche collée, regard brûlé. Elle lava la boue, noua le t-shirt sur elle, respira la vapeur. Une pensée idiote la traversa. Personne ne m'a jamais laissé m'effondrer dans un endroit sans marbre. Elle sourit à son propre sarcasme et eut envie de pleurer. Elle ne pleura pas. Elle retourna au salon, plus légère d'un verre d'eau chaude et de 2 serviettes. Théo avait étalé une couverture sur le canapé, posé un coussin sous la coudoir pour la cheville. Lila avait sorti des crayons. « Je fais un dessin. Il faudra une place pour vous, » annonça la fillette. « Une place? Oui. Dans notre dessin de famille, on laisse toujours une place vide, au cas où quelqu'un en a besoin. C'est les règles. » Le rire qui échappa à Isabelle n'était pas joli. Il était vrai. Elle se coucha de côté, la cheville surélevée. Le laptop glissa un peu. Théo le récupéra et le posa sur la table basse, sans y toucher. « Vous pouvez dormir. On n'ouvre pas si ça frappe fort. Vous n'avez pas peur? De lui ?» Le regard de Théo ne brava rien, mais ne recula pas. « J'ai eu peur de bien pire. Et je ne suis pas seul. » Il désigna d'un mouvement de tête la porte de la chambre
où Lila chantonnait une chanson, où les airs roulent comme des billes. Isabelle ferma les yeux. Les sons s'assouplir. La bouilloire qui cesse de chanter, un robinet qu'on coupe, un crayon qui frotte sur du papier. Elle s'endormit. La nuit, au milieu d'un silence qui ne ressemble pas à la ville, elle se réveilla, la bouche sèche. Le salon baignait dans une lumière tiède venue du couloir. Sur le dossier d'une chaise, ses chaussures, séchées, recousues, avec une régularité étonnante. À côté, une note, écrite d'une main large. « Votre cheville n'est pas prête. Restez. C'est OK. T. » Un mot simple, qui ouvrit en elle une porte qu'elle croyait murée. Elle s'assit au bord du canapé, la note tremblant entre ses doigts. Elle avait vécu dans des tours de verre où l'on mesure la valeur au nombre de zéros. Ici, un homme avait recousu ses chaussures au fil blanc. Elle posa la note contre sa poitrine. Dans la chambre, Lila se retourna dans son sommeil et marmonna un mot inventé. Isabelle sourit dans l'obscurité. À l'aube, le cliquetis d'une cuillère contre une tasse l'attira d'un rêve sans menace. Théo apparut avec une tasse fumante. Gingembre, encore. Et « Je peux regarder votre cheville une deuxième fois. » Oui. Merci. Il défit la bande, vérifia la circulation, resserra la telle. Ses gestes étaient mentés précis et ses silences respectueux. Elle avait connu des mains qui prennent, des voix qui exigent. Ici, on proposait. Elle but, le piquant lui réchauffa la langue et un peu le cœur. « Vous avez un endroit où aller ?» demanda Théo sans pression. Isabelle regarda le laptop. « J'ai un endroit à reprendre. Et quelqu'un à arrêter. Alors on y arrivera. Une chose après l'autre. D'abord, tenir debout. » Il lui tendit la main. Elle la prit, se leva. Son poids passa de lui à elle, doucement, comme un apprentissage. 3 pas. Elle sourit. Dans un coin, Lila leva la tête de son dessin. « Tu vois, dit la fillette, quand on laisse une place à quelqu'un, il marche mieux. » Isabelle éclata d'un rire surpris, qui devint presque un sanglot. Théo, pudique, détourna un instant le regard vers la fenêtre où un bout de ciel clair perçait enfin la pluie. Dehors, la ville reprenait. Dedans, une histoire venait d'apprendre à respirer. Le matin coula sur la pièce comme du miel tiède. On entendait, au dehors, les pneus des bus sur l'asphalte encore mouillé, le cliquetis des volets qu'on ouvre, les pas de voisins qui vivent trop tôt. Dans l'appartement, il y avait l'odeur du pain grillé et du gingembre. Isabelle se redressa, une seconde perdue entre deux mondes, celui des salles de conseil, des agendas calibrés à la minute, et celui-ci où le temps semblait se régler sur une fillette en ciré jaune accrochant ses dessins au frigo. « Bonjour » lança Lila en surgissant, pyjama constellé d'étoiles. « Est-ce que tu veux du miel sur le pain ?»« Oui. »« Merci » répondit Isabelle, encore surprise d'avoir une voix qui n'ordonne rien. Théo apparut, les cheveux en bataille, une tasse fumante dans une main, un petit pot de glaçons dans l'autre. « Comment ça va, la cheville ?» Elle bat, mais moins fort. « Parfait. » On la fait taire encore un peu. Il s'agenouilla, replaça la telle avec la même précision tranquille que la veille. Isabelle, sans s'en rendre compte, avait cessé de se raidir quand il approchait. Cette proximité n'était pas une prise, c'était un appui. Elle suivait ses gestes, comme un cours d'eau suit la berge. « Vous avez recousu mes chaussures ?» souffla-t-elle. « Oui. J'ai trouvé du fil assez solide. Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut autant. Parce que personne ne recoue jamais ce qui ne se voit pas, dit-il sans ironie. On jette d'habitude. » Elle hocha, les yeux sur la tasse. La vapeur lui rosissait les joues, la ramenant doucement du côté des vivants. Elle sentit le poids familier à ses côtés, du laptop qu'elle n'avait pas lâché même en dormant. Elle posa la main dessus, Théo suivit le mouvement. « Il y a là-dedans quelque chose qui fait trembler des gens, n'est-ce pas ?»« Oui. Et c'est précisément pour ça que je ne peux pas me permettre de trembler moi. » Un silence, pas pesant, prêt à accueillir ce qu'elle choisirait de dire, ou de taire. « Je m'appelle Isabelle Moreau, dit-elle enfin. »« Ça, je l'avais deviné, sourit Théo. Lila a voulu écrire Isabelle, en grand sur son dessin. J'étais PDG d'un groupe tech. » Il ne sursauta pas, ne siffla pas, ne la remit pas à sa place. « Et l'homme d'hier, David Langier, mon fiancé officiel. »
Mon adversaire depuis des mois. Il a maquillé des lignes que personne ne regarde sous les colonnes qu'on montre aux actionnaires. J'ai des preuves. Des courriels, des flux, des validations par-dessus la main. On voulait que je signe, que j'avale, que je joue la statue sur la photo. J'ai dit non. Alors on m'a enfermé. Lila, qui écoutait d'une oreille, en tartinant une tranche de pain jusqu'à la plier sous le poids du miel, leva le nez. Enfermé comme dans les contes? Un peu, oui, répondit Isabelle avec douceur. Dans les contes, on ouvre avec une clé ou avec un cri, expliqua Lila doctement. Tu as crié? Demanda Théo. Pas assez fort. Mais j'ai couru. Elle sentit la brûlure dans sa gorge revenir, plus légère. Théo posa la tasse près d'elle. Tu n'as pas eu tort. Tu as fait ce que tu pouvais au moment où tu le pouvais. C'est déjà beaucoup. Il ne disait pas bravo, ne distribuait pas de médailles. Il constatait, et cette simplicité-là retira à la honte son manteau. Il va revenir, murmura-t-elle. Probable, concéda Théo. Et je ne peux pas aller à la police sans préparer le terrain. Je connais ces jeux-là mieux que je ne le voudrais. Ils diront que j'invente, que je suis hystérique, que j'étais consentante. Alors on prépare, dit-il. On respire, on solidifie la cheville, et on fait un plan. Je n'ai pas de costume, mais j'ai de la méthode. Lila leva la main comme à l'école. Dans les plans, on met des couleurs. Sinon, on s'ennuie. Ils éclatèrent de rire. Le rire, pourtant, ne creva pas la bulle d'alerte qui flottait derrière eux. Il fit seulement de la place pour le courage. Ils s'installèrent autour de la table, maigres mais stables. Théo étala une vieille nappe de coton, posa un carnet à spirale, un stylo qui avait connu trop de signatures de réparation. D'abord, tu m'écris 3 choses courtes, dit-il à Isabelle. Où, quoi, qui. Ça pose le cadre. Après, on respire. Et on fait les si. Les si David vient, si des gens frappent, si on doit partir, si on doit parler à quelqu'un. Dans le feu, on anticipe ce qui va brûler. Elle se mit à écrire. Sa main retrouva vite la vitesse sèche des réunions, mais l'écriture n'était plus la même. Un peu penchée, un peu moins droite, humaine. Hôtel, suite 17, verrou. Laptop récupéré. Courriel, dossier, flux, ça, compta, signature. David plus 2 noms du board. Elle releva la tête. Le qui me fait peur. Alors on écrit aussi à qui tu fais confiance. Une personne. 2, maximum. Qui auront le réflexe juste quand ça bouge. Elle réfléchit, un peu surprise de constater qu'ils n'étaient pas nombreux. Puis nota 2 prénoms, hésita, Baralin réécrivit. Lila, à côté, dessinait des rectangles verts. C'est les sorties. Et des flèches bleues. C'est quand on dit bonjour et qu'on s'en va quand même. Toi? Demanda Isabelle en regardant Théo. Dans mon plan? Moi, je suis ici. Je ne sais pas faire semblant à la télé, mais je sais garder une porte et porter ce qui est lourd. Une chaleur discrète lui monta aux joues. Elle remercia d'un regard qui en disait plus long que ce qu'elle savait formuler. Plus tard, alors que Lila s'inventait une école pour peluches dans la chambre, Isabelle glissa au bout du canapé et fixa l'étagère branlante, où s'alignaient des tasses dépareillées. Pourquoi vous saviez exactement comment me porter hier? Les gestes te restent, répondit Théo. Il marqua une pause. J'étais pompier secouriste. On court vers ce dont tout le monde s'éloigne. On apprend à ne pas confondre vitesse et précipitation. Puis j'ai arrêté. Pourquoi? Il hésita, comme on hésite devant une porte qui donne sur une pièce où la lumière est capricieuse. Une intervention, une fillette. On l'a sortie du feu. Trop tard. Le silence ne demanda pas d'explication. Isabelle hocha lentement. Je suis désolée. Moi aussi. Tous les jours. Lila. Lila a rebranché quelque chose. Et quand je t'ai vu dans la ruelle, j'ai su faire ce que je sais faire. Elle inspira. Elle comprenait soudain l'absence de théâtre dans ses gestes, la façon dont il ne prenait pas l'espace. Il le tenait. Merci, dit-elle simplement. Vers midi, la pluie avait laissé au ciel
l'idée d'un bleu improbable. Lila insista pour faire des crêpes qui ratent bien. Théo protesta, puis céda. Chez nous, rater, c'est un verbe d'amour. Isabelle, qui n'avait jamais tourné une crêpe de sa vie, se retrouva à tenir une spatule qui, objectivement, faisait peur. Quand ça fait des bulles, tu glisses dessous, expliqua Lila, professionnelle. Comme une décision qu'on prend au bon moment, plaisanta Théo. Trop tôt, ça colle. Trop tard, ça brûle. La première crêpe se replia sur elle-même comme un origami fâché. La seconde tenta une échappée et se posa sur le bord de l'évier. La troisième flamboya brièvement. « Celle-là est pour toi », déclara Théo en la déposant héroïquement dans une assiette. « Honneur à la première victime », répondit Isabelle, hilar. Ils mangèrent, le sucre s'échappant en pluie fine, la confiture tachant les doigts. Ils avaient en l'air d'une famille. Cette pensée lui vint d'abord comme une trahison, puis comme un pansement. Papa dit que « Dorky », c'est joli en anglais, lança Lila, bouche pleine. Chez nous, on dit « bancal », sourit Isabelle. Mais c'est un bancal qui tient. Le mot tenait à la pièce. Il accrocha au mur la photo invisible d'un avenir qui n'exigeait pas de posture. Le téléphone vibra, sourd. Isabelle se figea. Un message, puis un autre. Bored. Urgent. Elle ne toucha pas à l'écran. Théo posa simplement un coin de serviette près de sa main. On peut laisser sonner une porte. On n'est pas obligé de l'ouvrir tout de suite. Elle expira. Le téléphone vibra encore. Pas un inconnu. Une amie de l'intérieur. Des gens te cherchent. PR, juridique. Offre en préparation. Ne reviens pas sans ton plan. Puis, 2 minutes plus tard, fais attention à l'angier. Il joue sale. Je devrais partir, murmura Isabelle. Les attirer ailleurs. Tu ne dois rien faire seul, corrigea Théo. Si on bouge avec. Lila, entraînement-évacuation. J'arrive, cria la fillette, prenant très au sérieux son rôle d'officier logistique. Ils répétèrent, pas comme un sketch, comme un protocole. Laptop dans le sac, attelle serrée, manteau, clé. Théo expliqua à Lila où se mettre si quelqu'un frappait fort. Ils firent le trajet jusqu'à l'escalier, chronométrèrent, revinrent en riant parce que Lila avait décidé que la mascotte lapin doit mettre un casque imaginaire. Quand ils refermèrent la porte, Isabelle remarqua un détail. Ses chaussures avaient lancé glisser plus loin, de 3 centimètres, d'elle-même, dans le trajet, parce qu'elle avait posé le pied différemment. Ridicule, infime. Mais elle marchait mieux. Si je reviens, dit-elle à Théo, ce sera pour finir proprement. Je ne suis pas faite pour disparaître. Je n'en doutais pas. Il ne lui proposa pas de la sauver encore. Il proposa un café. Tu sais, dit-il en déposant la tasse, on croit souvent qu'on doit choisir entre être solide et être vivant. Je pense que tu peux être les deux. Et toi? Moi, j'ai appris à rester. C'est ma manière d'être solide. On frappa. 3 coups, pas fort. Mesuré. Ils se regardèrent. Le plan passa entre eux comme un fil. Je m'en occupe, souffla Théo. Il entra, ouvrit, le corps en traverse de l'embrasure. Dans le couloir, une femme au tailleur trop strict et au vernis trop prudent, suivie d'un homme aux cheveux impeccables. Madame Moreau, demanda la femme en essayant d'apercevoir l'intérieur. Service communication de Moreau Tech. Nous souhaitons l'aider à gérer la crise. Nous avons une proposition à lui soumettre. Une voiture l'attend. Théo ne désarma pas. Elle n'est pas disponible. Nous parlons d'une offre substantielle, insista l'homme. Réintégration, compensation, gestion d'image. Il est dans l'intérêt de tout le monde qu'elle sorte d'ici sans autre complication. Le mot complication avait le goût d'une menace nue sous une serviette blanche. Théo inclina la tête, rien de plus. Il ne recula pas. Dites à tout le monde qu'elle répondra par écrit. Pas de voiture. Pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas en position de... Je suis en position de fermer ma porte, coupa Théo, poli. Il referma. Pas violemment, pas bravage. Fermement. Il posa le front une seconde contre le bois. Puis, se retourna. Isabelle, debout, serrant son sac, le regarda. Elle tremblait un peu, de colère plus que de peur. Ils m'achèteront si je les laisse fixer le prix,
dit-elle. Alors tu fixes le tien, répondit Théo, et tu en fais un don à ce qui compte. Un souffle lui échappa. Elle savait déjà que la phrase allait rester. Elle s'assit, la cheville posée haut. On y va à ma manière, alors, dit-elle. Je vais entrer là-bas, non pas pour revenir, mais pour sortir proprement. Je rends ce qui m'écrase. Je garde ce qui me tient debout. Et nous, on t'attend ici, ajouta Lila depuis l'embrasure, son lapin à la main. Avec des crêpes moches, parce que c'est comme ça qu'on gagne. On reste. Isabelle rit, la main sur la bouche pour contenir la vague. Elle regarda le bracelet improvisé que Lila remontait sur son poignet, une tresse de fils de couleurs inégales. Alors on va faire ça. Un pas, puis un autre. Et quand je reviendrai, on plantera quelque chose, proposa Lila. D'accord, dit Isabelle, on plantera. Le téléphone vibra encore. Board. Urgent. Elle le retourna, écran contre la table. Ce n'était plus l'appareil qui commandait. Elle prit une inspire, cala le laptop dans le sac, vérifia la telle. Théo lui tendit sa veste, comme on tend une cape à celui qui a décidé de ne plus avoir froid. Prête? Oui. La lumière de l'après-midi s'était faufilée par la fenêtre, découpant sur le mur 3 silhouettes, un homme, une femme, une enfant. Il manquait un jardin, pensa Isabelle. Ce serait pour après. Ils ouvrirent la porte. L'immeuble sentait encore l'eau de Javel. En bas, la ville attendait. La peur était là, mais la place aussi. La leur, qu'ils étaient en train de se faire, patiemment, sans permission. Le gratte-ciel tranchait le ciel de Paris comme une lame de verre et d'acier. Chaque fenêtre reflétait la lumière du matin, froide, chirurgicale, comme les regards de ceux qui s'y croisaient. Isabelle Moreau inspira profondément avant de pousser la porte tournante. Elle avait oublié ce bruit, ce souffle circulaire qui avale les gens et les recrache polis, parfumés, prêts à obéir. Sa canne claquait sur le marbre. Chaque pas résonnait, un peu bancal, mais décidé. Les employés à l'accueil levèrent la tête, surpris. On aurait dit qu'un fantôme entrait dans la forteresse. « Madame Moreau, vous étiez partie, oui. Mais je suis revenue, répondit-elle calmement. Elle ne précisa pas pourquoi faire. L'ascenseur monta, étouffé dans le ronron des câbles. À chaque étage, des souvenirs tentaient de percer. Réunions à minuit, contrats arrachés, applaudissements feutrés. Elle s'était crue reine ici. Mais ce matin, elle voyait tout autrement, non pas un royaume, mais une cage dorée. Les portes s'ouvrirent sur le dernier étage. Devant elle, la grande salle du conseil brillait comme une cathédrale sans âme. Autour de la table ovale, 12 visages. Costumes sombres, montres de luxe, les sourires aiguisés. Et au centre, David Langier. Son ancien fiancé, son traître. Il portait son éternel costume gris, celui des gens qui croient tout contrôler. Isabelle, lança-t-il d'un ton faussement chaleureux. Quelle surprise! Nous pensions que j'étais fini. Elle posa son sac sur la table, fit glisser la fermeture éclair. Un son sec, précis, coupa sa phrase comme un couteau. Je n'ai jamais aimé les enterrements prématurés. Les murmures parcoururent de la salle. Quelques têtes baissées, d'autres qui observaient comme on regarde un spectacle risqué. David reprit, essayant de garder sa maîtrise. Tu devrais te reposer. Tes actions sont encore en suspens. On peut arranger quelque chose. Tu veux dire acheter mon silence? Elle tira le laptop de son sac, le posa doucement. L'écran s'alluma, projetant sur le mur un faisceau de lumière qui fit taire tout le monde. Des lignes de chiffres, des signatures falsifiées, des transferts internes, tout ce que David pensait avoir effacé. Un murmure traversa la pièce. Le genre de bruit que fait la peur quand elle commence à reconnaître son propre reflet. « Tu crois m'intimider » dit-il pâlissant. « Non, David. Je veux que tu t'entendes mentir. » Elle fit défiler les documents, des mails, des accords secrets, des virements aux paradis fiscaux, puis une vidéo d'une réunion où il ordonnait de neutraliser la PDG tant qu'elle est encore sous contrat. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres. David se leva brusquement. « Tu n'as pas le droit d'utiliser ces fichiers, c'est illégal. » Ce qui est illégal, c'est ce que tu as fait pour les créer.
Elle appuya sur pause. L'image de son visage figé sur l'écran, bouche ouverte, devint son jugement silencieux. Isabelle se redressa. Vous savez tous que j'ai été piégé, accusé de paranoïa, isolé. Ce soir-là, j'ai fui et j'ai survécu. Pas grâce à vos avocats ni vos relations, grâce à un homme qui n'a rien, à une enfant qui m'a cru sans me connaître. Alors je ne veux plus de votre argent ni de votre pardon. Un silence total. Isabelle, fit un des actionnaires, la voix tremblante. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Partir sans rien leur devoir. Elle ouvrit une chemise, en sortit un document imprimé. Ma lettre de démission. Effective immédiatement. Tu es folle, hurla David. Tu jettes des millions, du pouvoir. Elle sourit faiblement. Je jette ce qui m'étouffe. Elle déposa la lettre au centre de la table. Le bruit du papier fut plus fort que toutes les respirations contenues. Vous pouvez garder vos parts, vos sièges, vos illusions. Moi, je garde ma liberté. Les caméras de sécurité captaient tout. Les journalistes, avertis par un signal anonyme, celui de son ancienne assistante reconnaissante, attendèrent déjà en bas. Isabelle referma son laptop, le glissa dans le sac. Puis, se tournant vers David, « Tu m'as toujours dit que j'étais trop humaine pour ce milieu. Tu avais raison. » Elle boita vers la sortie. Les regards la suivaient, certains coupables, d'autres admiratifs. Personne n'osa l'arrêter. Au moment de franchir la porte, une voix féminine s'éleva derrière elle. « Madame Moreau, merci. » Isabelle ne se retourna pas, mais son cœur se serra. C'était Chloé, une jeune cadre qu'elle avait formée autrefois, la seule à lui avoir envoyé un message quand tout s'était effondré. Dans le couloir, les talons d'Isabelle claquaient comme des coups de marteau sur le silence. En bas, les flashs commençaient déjà à crépiter. Elle s'arrêta une seconde, sortit sa canne du sac et la posa devant elle. Pas pour se soutenir, pour marquer sa trace. Quand elle franchit les portes vitrées, le vent froid lui fouetta le visage. Les journalistes criaient son nom, les micros se tendaient. « Madame Moreau, un mot. Où allez-vous maintenant ?» Elle leva la tête, un sourire tranquille au coin des lèvres, planté, et elle descendit les marches, droite malgré la douleur, vers la rue où une camionnette bleue l'attendait. Théo était au volant. Lila, à l'arrière, agitait la main avec son lapin en peluche. Isabelle monta sans un mot. Théo démarra. Dans le rétroviseur, les tours s'éloignaient, avalées par la lumière du matin. La camionnette roulait hors de Paris, longeant les champs détrempés par une pluie récente. Le bitume cédait peu à peu la place à la terre, au chemin bordé d'arbres. À travers la vitre, Isabelle observait les flaques, les nuages bas, la lente disparition des tours dans le rétroviseur. Elle sentait encore dans ses mains le poids du dossier qu'elle venait de poser, cette page fermée, cette vie brûlée. Et pourtant, quelque chose de neuf battait dans sa poitrine, plus léger que l'air. Théo, concentré sur la route, gardait le silence. Son profil se découpait dans la lumière grise. Il avait cet air des gens qui n'attendent rien du monde, mais qui sont prêts à tout donner quand la vie le leur demande. À côté d'eux, Lila chantonnait doucement, traçant des cœurs sur la vitre embuée. « Regarde, maman Isabelle, » dit-elle sans réfléchir. Isabelle tourna la tête. Le mot « maman » la frappa comme une caresse. Elle ne corrigea pas. Elle sourit simplement, un sourire tremblant mais vrai. « C'est très joli, Lila. » Quand ils arrivèrent à la vieille maison, le soleil perçait enfin les nuages. Une bâtisse modeste, couleur miel, entourée d'un jardin envahi de fleurs sauvages et d'herbes hautes. Devant le perron, une femme aux cheveux gris les attendait, tablier à carreaux, mains couvertes de farine. « Te voilà enfin, mon fils, » dit-elle en ouvrant les bras. « Et toi, c'est donc elle ?» Théo hocha la tête, un peu gêné. « Maman, voici Isabelle. » Isabelle, ma mère, Marie Ford. La vieille femme posa un regard franc sur la jeune femme encore hésitante. « Entrez, ma fille. Ici, personne ne demande d'où tu viens, seulement si tu veux du pain chaud. » L'intérieur sentait le feu de bois, la levure, la vie simple. Sur la table,
3 tasses fumantes, un bol de confiture maison et un bouquet maladroit de pâquerettes cueillies par Lila. Isabelle s'assit, le cœur encore battant. Elle observait ses gestes ordinaires. Couper le pain, servir le thé, essuyer la table, avec la fascination d'une étrangère. Dans son monde d'avant, tout cela se faisait sans main, sans regard, par des employés invisibles. Ici, chaque geste avait un visage. « Vous restez combien de temps ?» demanda Marie avec douceur. Isabelle hésita. « Je ne sais pas encore. »« Alors restez jusqu'à savoir, » répondit la vieille femme en lui tendant une cuillère. Les jours suivants, le temps s'étira comme une couverture chaude. Isabelle redécouvrait des choses oubliées. Le bruit du vent dans les branches, le goût du lait frais, la fatigue douce du soir. Elle dormait sans peur. Le matin, elle aidait Marie à faire lever la pâte, à trier les légumes du potager. Son corps, encore fragile, retrouvait le rythme du réel. L'après-midi, elle s'asseyait sur le banc de pierre avec Lila, dessinant maladroitement des fleurs et des maisons. La petite corrigeait. « Non, là, le soleil doit sourire, sinon il pleut. » Un soir, Théo rentra du travail avec une boîte en carton. « C'est pour toi, dit-il à Isabelle. » Elle l'ouvrit. Des semis, des outils, un tablier vert. « Tu m'as dit que tu avais besoin de reconstruire. Alors, plante ?» Elle resta un moment sans parler. « Je ne sais pas si j'y arriverai. »« Personne ne sait, » répondit-il. « On apprend avec la terre. » Elle ne ment pas. Ils travaillèrent côte à côte, creusant, arrosant, transplantant. Les mains d'Isabelle, jadis faites pour signer des contrats, s'emplirent de terre, au début maladroite, puis plus assurée. Chaque graine qu'elle enfouissait lui rappelait une promesse, que la vie pouvait repousser, même après le feu. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. La pluie battait fort contre la fenêtre. Théo dormait dans le fauteuil, un livre tombait sur sa poitrine. Lila, dans la chambre d'à côté, murmurait en rêve. Isabelle descendit pieds nus dans le jardin. Sous la lune, les jeunes pousses ployaient sous l'eau, fragiles mais tenaces. Elle tomba à genoux, le cœur gonflé de gratitude. « Merci, murmura-t-elle. Merci pour cette seconde chance. Ça, c'est... » Les semaines passèrent. Isabelle ouvrit un petit projet qu'elle appela « La Maison Lila », du nom de la fillette qui lui avait rendu son courage. Un refuge pour les femmes perdues dans les tempêtes de la vie, celles qu'on avait trompées, brisées, effacées. Théo construisit le site web, bricolé mais sincère. Lila choisit les couleurs, jaune et violet, parce que c'est joyeux et courageux en même temps. Les premières lettres arrivèrent. Une étudiante chassée par sa famille, une mère isolée, une cadre harcelée. Isabelle les lut toutes, les yeux humides. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient dehors sous les guirlandes, Marie leur apporta un panier de pain et dit « Vous savez, la bonté ne fait pas de bruit, mais elle fait pousser tout autour d'elle. » Lila leva son verre de jus d'orange. « À notre maison !» Ils trinquèrent en riant. Quand l'automne revint, le jardin était plein de fleurs. Isabelle marchait sans canne, un léger boitement à peine perceptible. Chaque pas sur la terre ferme était un rappel. Elle n'avait plus besoin de courir après la gloire. Elle avançait vers la paix. Théo vint la rejoindre au coucher du soleil. « Tu penses retourner à Paris un jour ?»« Non, » répondit-elle. « J'ai bâti quelque chose ici, quelque chose de vrai. » Il hocha la tête, puis sortit de sa poche un petit bracelet tressé de fils colorés. « Lila l'a fait pour toi. Elle dit que c'est une promesse. Pas de fuir. De rester quand le monde devient lourd. » Isabelle prit le bracelet entre ses doigts. « Je resterai, » dit-elle doucement. Dans le ciel, la lumière passait du doré au mauve. Le vent faisait danser les fleurs. Et sur le visage d'Isabelle, il n'y avait plus ni peur, ni regret, seulement la sérénité de ceux qui ont enfin choisi leur vie. On peut tout perdre, fortune, pouvoir, nom, mais tant qu'il reste une main tendue, on peut tout recommencer. Les vraies fondations d'une vie ne sont pas faites de verre et d'acier, mais de confiance,
de tendresse et de courage silencieux. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres récits où la bonté défie la peur. Écris en commentaire Histoire de Dim pour rappeler que la force n'a rien à voir avec le pouvoir, mais tout avec le cœur. Et partage cette histoire. Peut-être qu'elle redonnera foi en l'humain à quelqu'un qui a cessé d'y croire.